Bon matin, les filles! Bonjour! En cette journée d'apocalypse. Oui, ça s'en vient. Comment, Matin. Christine, ça a l'air un peu difficile ce matin? Oui, Christine, je parle de moi. Quand je suis rendue, je parle de moi à troisième personne. C'est que ça va pas. Non, mais je fais l'émission du matin, première ligne à RDI cette semaine. Donc, j'ai encore un peu, disons, un ressenti des Jeux olympiques de Milan. Et se lever à 2-3 heures, c'est pas facile. C'est difficile, puis on a un peu aujourd'hui l'énergie d'une tempête de neige là, avec la crise du verglas numéro 2. Ouais, puis là, les écoles sont fermées, donc la sieste va prendre le bord. Donc, mais je serais contente d'être ici. C'est juste que présentement, j'ai pas nécessairement les neurones si aiguisés que ça. Mais je compte sur toi pour m'orienter. Ben, inquiète-toi pas. Moi, ce matin, en m'en venant, je marchais dans la rue, je me sentais comme dans... T'as échappé ton café? Non, ben non. Non, ça, c'est terminé. Ça, c'est l'ancienne aux filles. Non, mais c'est juste que je me sentais comme dans The Walking Dead. Là, tu sais, il y avait personne dans la rue. J'étais comme, je suis la seule qui va travailler. Steph, toi, t'as opté pour l'option rester chez vous parce que t'habites loin, hein? Ben, c'est ça, puisque j'habite dans la région de Lanaudière et que j'ai suivi les instructions là, de la météo et des nouvelles de rester à la maison. Donc, exactement. Donc, je vous parle en direct de la merveilleuse région de Lanaudière. Est-ce que vous avez comme un bunker? Tu sais, il y en a qui font ça. Là. Hier, je suis allée à l'épicerie, puis là, je voyais les gens qui s'achetaient des cannes, des provisions. Puis là, j'ai l'impression que je me demandais si la saga du papier de toilette recommençait. Non, moi, je pense que les gens y exagèrent en ce Non, moment. mais Là. c'est Ben, juste que, tu sais, c'est par mesure préventive, mais c'est juste moi, je connais du monde qui ont ça. Là, ils ont comme une pièce là, dans leur sous-sol, puis ils s'achètent du canage au cas qu'arrive, je sais pas, une invasion de zombies, quelque chose comme ça. un peu en mode survivaliste. Ben, en tout cas, vous, peu importe ce que vous décidez de faire, vous soyez comme Steph, une élève modèle qui a décidé de Mais, rester chez elle pour, c'est ça, ben, suivre les consignes de sécurité. Aujourd'hui, Ouais. on vous parle de l'évolution de Nicole Gosling, Yes. du jeu de plus en plus physique dans la LPHF et d'un éventuel tournoi de para-hockey féminin aux Jeux de 2030. C'est l'épisode 14 de Changement de ligne. C'est un peu tôt, les filles, pour parler du portrait des séries, mais en même temps, là, Montréal est en deuxième position. Ils sont quand même en bonne posture. Là. Oui, ben assurément. On est deuxième. Effectivement, Boston a encore un match sur nous à jouer. Donc, elles sont remontées un petit peu au classement. Mais il reste quand même 12 matchs. Là, on parle un peu plus que le tiers de la saison. Donc, il reste quand même beaucoup de hockey, mais on aime évidemment mieux être dans le top 2 que présentement, comme Seattle et Vancouver, là, dans le bas du classement. Faut regarder quand même les matchs à domicile. Tu sais, Montréal est invaincu à la Place Belle, donc ça, c'est quand même positif. Mais tu sais, c'est relatif le classement parce que là, on dit à Montréal, ça va bien, mais on en a souvent parlé. Hein, ça prend pas grand-chose. Ça prend une série de victoires. Tu te retrouves au premier rang. Montréal, il n'y a pas si longtemps, était dans la cave. La victoire était dernière dans la LPHF. Donc, ça peut changer rapidement. Mais je pense que la pause de 12 jours pour la victoire de Montréal arrive vraiment à un bon moment, en commençant par Marie-Philippe Poulin, on sait, qui essaie de gérer présentement une blessure au genou droit. Donc, tu sais, elle a choisi de revenir. Certains disaient, bien, pourquoi elle revient? Pourquoi elle vient de jouer ces deux matchs-là? Elle aurait pu prendre une pause plus longue avec Certains la pause. qui disaient ça, dont moi. Ah oui, c'est toi qui as dit C'est ça. moi qui le disais. Mais t'es pas la seule, hein? Plusieurs personnes. Non, mais en même Yes. temps, je pense qu'on l'a géré. OK, on a pris le pari de... Il n'y avait pas nécessairement de chance d'aggraver cette blessure-là, mais tu sais, je me sens toujours un peu stupide quand je dis ça parce que tout le monde pense à Lindsey Vonn, qu'on disait il n'y a pas de chance d'aggraver sa blessure. Tu peux aussi te blesser ailleurs ou te détruire la jambe. Mais bref, c'est un pari qui en valait la chandelle. Puis là, finalement, après qu'une pause de 12 jours, tu sais, je pense qu'on va retrouver une Marie-Philippe Poulin qui peut être plus en vitesse. Puis c'est sûr que c'est là que ça peut faire la différence. La défensive va mieux, la profondeur fait le travail, Anne-Renée Desbiens est en feu. Donc, présentement, on dirait que tous les éléments se mettent en place pour espérer connaître un bon dernier stretch. Puis là, cette fin de semaine, elles affrontent Boston. Ouais. Pour la première fois, en fait, c'était le premier match de la saison Montréal-Boston. Puis ensuite, ils se sont pas vus là, depuis le 23 novembre. L'équipe a changé. L'équipe de Boston a changé aussi. Qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que Montréal va devoir amener pour espérer battre l'équipe qui est en ce moment numéro 1? Là? Mais c'est sûr que présentement, comme Christine a dit, l'équipe joue bien.
On est allé chercher des points de la part d'un petit peu tout le monde. Donc, quand on va chercher de l'offensive de la part de deuxième, troisième, quatrième ligne, c'est sûr que ça, c'est un must là, pour être capable, je veux dire, de survivre, du moins d'être capable d'avoir des longues séquences. On l'a vu quand on avait de la misère, évidemment, à marquer et quand la première ligne était la seule, pardon, qui fonctionnait. Mais là, c'est un enjeu. Donc, il faut juste être capable de continuer à garder cet équilibre-là. Puis en même temps, Boston accorde peu de buts. Donc, on va en avoir besoin encore plus. Bon, quand même, là, Aaron Frankel est récemment médaillé d'or, évidemment, olympique. Donc, tu sais, Boston, vraiment une équipe qui n'est pas zéro spectaculaire, mais extrêmement, extrêmement efficace. Puis comme elles ont quand même un match en main sur nous, ben, c'est sûr qu'on joue le premier rang là, dimanche. C'est à la maison. Fait que Boston, je pense que Montréal a l'avantage sur Boston, même si des fois, les premières minutes ou la première période d'un match, suite à un retour d'une longue période, peut être un petit peu difficile. On manque de jambes un peu, on a de la misère à trouver notre rythme, mais bon, on sait qu'à la maison, il devrait y avoir beaucoup de monde encore à la Place Belle. On le sait à quel point les filles adorent ça. Que le meilleur amphithéâtre pour jouer, c'est Laval. Donc, c'est sûr qu'ils vont se servir de cette énergie-là. Puis elles sont toujours invaincues à domicile, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr Absolument. que quand tu parles de la fin de la saison puis éventuellement des séries éliminatoires, je trouve que c'est le premier test pour Montréal. Montréal, ça s'est fini rapidement les 2 fois au premier tour en éliminatoire. Mais là, tu dis, OK, on affronte la meilleure équipe à domicile. Puis un peu, il y a aussi... j'ai hâte de voir Anne-Renée Desbiens dans ce match-là parce qu'il y a un peu, tu parlais de la gardienne Frankel, mais un peu comme une reprise de cette finale-là. La capitaine de Boston aussi, c'est Megan Keller qui a marqué ce but en prolongation. Donc, on en parlait la semaine passée, j'ai l'impression qu'Anne-Renée Desbiens est en mission puis veut comme en quelque sorte se reprendre, même si elle n'est pas à blâmer. Donc, je m'attends à ce qu'elle sorte un match impressionnant dimanche. Puis, je pense que si Montréal veut être en confiance puis espérer pouvoir aller jusqu'au bout, ben ça commence dimanche. Mais concrètement, cette pause de 12 jours-là, en sachant que là, au retour, t'affrontes Boston, qu'est-ce que vous pensez que Montréal va avoir travaillé là, spécifiquement pour arriver là, espérer battre Boston? Moi, j'allais dire tout, dans le sens où oui, il y a des joueurs qui sont demeurés à Montréal pendant la pause olympique, mais des séances d'entraînement, l'équipe en entier, là, au cours depuis, mettons, le mois de décembre, il n'y en a pas bien eu. Là. Donc, il y a des joueuses que je trouve qui gagnent, des joueuses, mettons, qu'on dit de profondeur, qui gagnent davantage de bataille le long de la bande, mais les systèmes de jeu, les sorties de zone, le travail en zone neutre, c'est des trucs hyper techniques, même l'avantage numérique, qui est un aspect que Corey Sherview, même si elle n'aime pas ça qu'on en parle, va vouloir améliorer assurément. Donc là, enfin, Montréal peut, bénéficier de... Les joueuses ont eu des jours de congé. Certaines ont pu aller voir leur famille, ont pu faire des activités, mais elles vont avoir plusieurs séances d'entraînement complètes derrière la cravate. Puis moi, c'est ça, je pense, qui va concrètement, au niveau du système de jeu, pourrait faire une différence. Je sais pas qu'est-ce que Steph en pense, là. Ben, j'aurais bien aimé là, pouvoir assister à certains entraînements, justement, pour voir exactement ce sur quoi il avait mis l'emphase. J'imagine que assurément qu'on va le voir là, dans le match de dimanche. Mais un élément qui est ressorti pour moi lors du dernier match, c'était vraiment on a vraiment été meilleur au niveau de la qualité de l'échec avant. On a créé d'ailleurs, il y a des buts qui viennent de revirements qu'on a provoqués de par la qualité de notre échec avant. Puis tu sais, oui, on parle souvent de l'échec avant là, de la première joueuse, de la fameuse F1 là, qui met de la pression sur la porteuse de la rondelle, mais ça vient beaucoup par la qualité du positionnement des joueuses derrière. Donc, la deuxième joueuse, la troisième joueuse, à quel point on est capable d'aller soutenir rapidement, aller chercher cette rondelle-là, aller, on dirait que l'expression francophone m'échappe, mais on va dire disturb the play. Tu sais, on veut vraiment créer, positionner l'équipe adverse, les défenseuses particulièrement là, dans une situation précaire qui sont obligées de se débarrasser de la rondelle ou tenter de la protéger. Donc ça, on l'a vu, cette rapidité-là, que souvent, des fois, je trouvais qu'on était un peu lente à identifier les moments de faiblesse ou les moments de vulnérabilité, c'est le mot que je cherchais, les moments de vulnérabilité de l'adversaire. C'est là qu'il faut comme être sans pitié, là. Aussitôt qu'il y a une joueuse qui est en position vulnérable, puis là, je parle pas d'y rentrer dedans puis d'y arracher la tête, là, je parle juste de la mettre en échec correctement, puis d'avoir un soutien super rapide.
Puis on a beaucoup moins donné aussi la ligne bleue offensive. Hein. On dit souvent là, le fameux gap, l'écart entre la transition l'équipe adverse avec la rondelle versus la ligne de nos défenseuses en général. Là. Souvent, c'est comme bienvenue à la maison. Venez vous installer dans notre zone, prenez tout le temps et l'espace que vous voulez. On a été capable de réduire cet écart-là. Donc, ça veut dire qu'on presse l'adversaire davantage, même quand ils ont la rondelle. Ça, c'est des petites choses qui sont tannantes pour l'adversaire parce que t'as la rondelle, t'as l'impression que t'as jamais de temps ou que t'es pas capable de t'amuser la tête bien haute à chercher des options. Tu as tout le temps un bâton, une joueuse qui est dans in your face, qui est dans ta face. Fait que ça, c'est 2 éléments au dernier match. Puis bon, j'étais sur place, là, donc qu'on a parlé d'ailleurs là, au niveau de ce match-là. Là. Je me suis demandé, qu'est-ce qui fait que soudainement, les filles, c'est vrai, j'ai trouvé plus agressives sur l'échec avant. Je veux dire, en soi, c'est pas quelque chose que nécessairement tu vas pratiquer dans ça, dans le sens où tous les sports, mettons au soccer, on va dire, allez, mettez de la pression. Mais tu sais, il y a des joueuses qui, je pense, ont fait un excellent travail dans cet aspect-là. Puis c'est comme si ça avait un effet d'entraînement. T'sais, Laura Stacey est reconnue pour ça, évidemment. C'est son style de jeu. Une Jade Dany-Landry qui est en santé, finalement, qui guérit de sa blessure et qui s'est vue, notamment en l'absence de Marie-Philippe Poulin, obtenir davantage de responsabilités. Elle aussi, c'est son style de jeu. Une Skamura, depuis qu'elle est revenue des Jeux olympiques, je me répète, mais métamorphosée, là, elle a du chien, ce qu'on voyait pas au début de la saison. Puis là, j'ai l'impression que c'est le type de jeu, le type d'attitude que tu vois 1, 2, 3 joueuses, elles vont faire quelques bonnes présences, vont venir créer un revirement. Puis là, on dirait que ça donne un deuxième souffle. Ça a vraiment un effet d'entraînement. Puis c'est ce qu'on a vu. Puis c'est de bon augure pour la suite. Là. Puis, une tu l'as mentionné, Anne-Renée, ça se passe très bien. Mais une pour qui on s'inquiète un peu plus, pour qui on se pose un peu plus de questions, c'est Sandra Abstreiter. Ouais. Elle a 2 victoires et 1 défaite. Elle a joué 3 matchs, mais le dernier match qu'elle a joué, c'était compliqué pour elle. Il y a eu ce premier but qui était un mauvais but, mais ça arrive à plusieurs personnes. Parlez-en à Samuel Montembeault cette saison avec le Canadien de Montréal. Puis finalement, Montréal a réussi à bien s'en sortir dans ce match-là. Puis elle a fait de bons arrêts par la suite. Mais je me souviens de ce match de quart de finale aux Jeux olympiques entre le Canada et l'Allemagne. C'est sûr que, je veux dire, c'était David contre Goliath, là, ça n'avait pas rapport, mais en même temps, ça reste que les buts qu'Abstreiter a laissé passer, c'était vraiment faible. Je veux dire, je me souviens que j'étais à Milan, j'ai regardé ça, je suis pas sûre que c'est ça qui va rassurer en quelque sorte les dirigeantes de la victoire de Montréal. Souvent, on voit des équipes qui réussissent à aller jusqu'au bout quand un calendrier devient plus restreint avec 2 matchs en 2 jours, des trucs comme ça. Puis là, je me souviens plus de mémoire là, s'il y en a beaucoup du côté de Montréal. Avoir 2 bonnes gardiennes peut faire la différence. Pour l'instant, moi, je suis pas inquiète parce qu'Anne-Renée Desbiens est vraiment dominante, mais ça veut juste dire que du côté de la victoire, on est mieux d'aller allumer des lampions pour s'assurer qu'Anne-Renée Desbiens va rester en santé parce que si elle se blessait, c'est là que ça vient vraiment changer la donne pour Montréal. Même à ça, c'est pour le long terme. Steph, es-tu un peu inquiète, disons? Assurément. C'est pas, je pense pas qu'on est en business avec Abstreiter. Puis tu disais exactement le premier but là, qui a été marqué au dernier match. Bon, effectivement, là, c'est une bourde complètement. Là, c'est même pas, je peux même pas dire que c'est un mauvais but là, dans le sens que c'est vraiment une bourde dans le sens que c'est ça. Ton fils l'aurait arrêté, là. Ton fils aurait pas fait ça. C'est ça, moi, je suis clairement pas gardienne de but. J'ai été gardienne de but au soccer, vous savez ça, mais pas au hockey, en tout cas, certainement pas. Non, je sais que c'est pas la même affaire, là, mais dans le sens, quand j'ai vu ça, j'étais comme... Puis peut-être que je me trompe, mais j'étais comme, pourquoi sa jambe était comme pas à terre pour essayer de protéger ce genre de truc-là? Je sais pas, peut-être que... Mais c'est une erreur, Steph. C'est quoi? C'est une erreur de positionnement? De concentration? J'en sais pas, là. Moi, je pense que c'est plus une erreur de... Oui, là, bon, on pourrait avoir 2-3 entraîneurs, des gardiennes, puis j'ai envie de dire, avoir une discussion intéressante sur être justement au poteau, jambes à terre, bâton devant, versus rester debout. Bon, il y a un peu cette... on le sait maintenant, là, les joueurs et les joueuses essaient beaucoup les tirs proches de la ligne des buts pour frapper les gardiens qui vont à terre. Donc, là, il y a des coachs qui aiment ça. Il y en a qui disent, mais ça reste, si tu y vas trop tôt, c'est pas bon, mais si tu y vas au bon moment, bon. Hein, des fois, les gardiens, les techniques de gardiens, là, c'est comme des sectes un peu, mais non violentes.
Mais là-dessus, pour moi, il y a une grosse partie d'erreur mentale. Assurément que je pense aussi qu'il y a une erreur technique, là, dans le sens la position du bâton faisait pas réellement de sens avec la manière que sa patte semblait positionnée. Mais là, je suis quand même pas une spécialiste des gardiennes. Là. Mais c'est sûr que oui, en plus, ça reste, je pense, une erreur mentale. Mais je pense pas qu'on a aucun lousse, je pense, en arrière au niveau des gardiennes. En même temps, si on est honnête, Abschreider a fait quand même des gros arrêts au dernier match. En prolongation, tu sais, dans le sens qu'on est quand même allé chercher, elle a fait des arrêts en tir de barrage. Ouais, c'est ça. Mais on va lui donner ça. Comme en prolongation aussi, avant de se rendre là, elle était capable de sauver un peu quand même, mais une gardienne que régulièrement, presque à tous les matchs, donne au moins un mauvais but ou un but que on devrait pas donner, c'est sûr que c'est pas super sécurisant. Je pense pas que c'est une gardienne qui est... J'étais plus en confiance avec Chewie dans les dernières années. Là. Mais on va lui donner, là, il y a bien des gardiens des gardiennes après avoir accordé un but de ce genre-là qui aurait pu juste complètement être démoli puis juste donner le match puis de pas... Ouais. Elle a quand même été capable mentalement de se relever de ça. Non, puis elle a pas mal fait, mais comme dit Steph, tu sais, l'affaire, c'est que, puis je me souviens qu'Anne-Renée Desbiens, souvent, on avait déploré ça dans le passé. On laisse passer un mauvais but là. Ce qui fait la différence, c'est la constance. On en a souvent parlé, puis être capable d'être constant pendant une longue période. C'est ce qu'Anne-Renée Desbiens fait présentement. Puis les matchs sont tellement serrés habituellement, puis le classement est tellement serré que j'ai l'impression qu'un mauvais but d'ici la fin de la saison, là, c'est ce qui peut faire la différence entre un 3 points puis 0 points et entre une place en séries éliminatoires puis une élimination. Là. On va pas juste rester dans le négatif parce qu'il y en a une qui impressionne beaucoup de ces temps-ci et c'est Nicole Gosling. Oui, moi, je suis là qu'on en parle depuis un certain temps parce que je me souviens, tu sais, faut revoir le scénario au départ. L'année passée, Montréal avait Kayla Barnes, qui était une joueuse exceptionnelle en défensive, reconnue notamment pour son talent offensif, qui a marqué beaucoup de buts. Et là, Montréal va chercher Nicole Gosling avec son premier choix, puis on dirait qu'elle était présentée comme la fille qui allait remplacer Kayla Barnes. Et là, au début de la saison, il y a bien des gens qui se posaient des questions. Tu sais, moi, la première qui disait, OK, ça va y prendre plus de temps, finalement. C'est pas le même profil. Mais moi, j'ai vu une évaluation vraiment impressionnante. Et là, Erin Ambrose, présentement, est blessée. Et Nicole Gosling est depuis le retour de la pause olympique et parmi les 2 défenseuses les plus utilisées tout le temps avec Katie Tabin. Même, il y a 2 matchs, c'est elle qui a eu le plus de temps de jeu avec 23 minutes. C'est la joueuse qui a la deuxième joueuse avec le plus de mises en échec dans l'équipe de la Victoire de Montréal. Donc, c'est une jeune joueuse qui a su vraiment, je trouve, s'adapter rapidement, qui continue de progresser rapidement. Puis, tu sais, quand je reviens un peu avec l'équipe canadienne, quand on parlait d'avoir une vision puis de développement, là, on a parlé de Chloé Primerano, mais il y a Nicole Gosling aussi qui a fait partie des plans de l'équipe senior au cours des dernières années, qui a été amenée une fois de temps en temps dans les matchs de la série de la rivalité. Mais tu sais, je pense que c'est une joueuse qui aurait gagné à être amenée davantage dans le programme plus tôt dans le processus olympique parce que c'est là que tu vois que c'est une joueuse hyper intelligente et je crois qu'elle a un gros potentiel parce que déjà, là, je veux dire, elle est à sa première année puis finalement, elle affronte les meilleurs des équipes adverses puis elle fait vraiment très bien. Mais au niveau de son style de jeu, Steph, Barnes, c'était une joueuse qui marquait beaucoup. Là, Gosling, elle a un but seulement cette saison puis c'était un but, on va s'en rappeler, c'était pas un but mémorable. Un but, c'est un but. Un but, c'est un but. Un placement de rondelle. Mais parle-moi un peu de son style de jeu. Qu'est-ce qu'elle apporte qui est différent de ce que Kayla Barnes a apporté l'an dernier? Bien, c'est sûr que c'est une joueuse qui a beaucoup moins d'expérience. Puis Christine le disait, puis au début, les gens... Bon, c'est sûr qu'on est toujours tellement excités quand il y a un premier choix. Là, peu importe Ligue nationale féminine ou masculine, là, il y a un premier choix. On s'attend à ce qu'il embarque puis que ça soit une domination absolue. Tu sais, les défenseurs, c'est moins ce qui arrive. De façon générale, souvent on le dit, là, les attaquants ou les attaquantes vont avoir, si on a dominé, vont le faire souvent un petit peu plus rapidement de par des responsabilités qui sont moins grandes overall. Tu sais, on dit souvent, un gardien ou une gardienne fait une erreur, on l'a vu là, avec Abschreider la semaine passée, fait une erreur, bon, c'est sûr que ça passe à la TV puis tout le monde le voit. Défenseuse fait une erreur, ben souvent ça va mener à un but parce que c'est souvent une erreur qui est un peu fatale avant que la gardienne soit mise dans une position difficile. Puis, tu sais, les attaquantes, souvent, faut remonter de plusieurs secondes dans les images pour voir où elles peuvent avoir fait une erreur qui ont causé une problématique. Donc, c'est sûr qu'il y a tout ça. Tu sais, quand on arrive, souvent, on va demander aux défenseurs aussi de s'assurer de bien jouer défensivement avant même d'amener de l'attaque.
Mais assurément que oui, elle a le même profil qu'une Barnes. Mais c'est sûr que Barnes, plus vieille, plus d'expérience aussi. Donc, Barnes était, ce Steph, il faut rappeler que Barnes était aux Jeux olympiques, là, je veux dire, de 2022. Là, ben oui. Parce qu'il faut faire abstraction, faire une différence entre l'expérience puis l'âge aussi. Là. C'est ça qu'on a souvent parlé dans le processus olympique. Les joueuses américaines sont jeunes, mais elles ont de l'expérience. Vas-y, Steph. Ben oui, c'est exactement ça. C'est sûr que Gosling, qui a eu quelques expériences avec l'équipe nationale, mais comme tu disais, série de la rivalité, des choses comme ça, a absolument pas le même bagage qu'une Barnes avait déjà quand elle est arrivée à Montréal. Barnes était déjà un corps arrière pour n'importe quelle équipe. Donc, elle était déjà pour l'équipe américaine, bon, peut-être pas la première, là, mais elle était déjà là, dans le top 4 de l'équipe nationale américaine. Mais là, on voit, puis je suis d'accord avec toi, Christine, que ben oui, un aspect physique, ça veut dire que son timing du match s'améliore. Tu sais, quand on est capable de mettre en échec ou d'éliminer une joueuse du jeu, c'est parce qu'on est au bon moment, on est bien placé. Fait que ça veut dire qu'il y a une adaptation au timing du match. Puis on le voyait au début, elle se faisait déborder en zone défensive, elle perdait des joueuses devant le filet, elle perdait des batailles le long de la rampe, là, mettons les 7-8 premiers matchs. Puis après ça, tranquillement, on a vu que ça s'est tassé. Puis ça montre les qualités d'une joueuse qui peut s'adapter aussi rapidement. Puis là, ben, elle prend des grosses minutes. Puis en même temps, ben, tout le monde aime ça jouer, là. Je veux dire, personne n'aime ça jouer 4 minutes par match, là, je vous le confirme. Là. Puis, tu sais, même une gardienne, là, Abschreider, c'est 3 matchs cette année, là, sur ceux qui ont été joués. C'est pas un grand volume. C'est quand même difficile de se mettre dans le beat. Là. Fait qu'on aime ça. Tout le monde aime ça avoir des grosses minutes. Puis, tu sais, c'est une fille qui est une bonne patineuse. C'est pas une fille qui patine, je vais dire, à la Gallagher. Là, on a l'impression que tout est dur quand tu regardes Gallagher patiner. Surtout maintenant. Oui, encore plus avec les années. Mais, tu sais, elle est fluide sur la glace. Fait tu sais, on se dit, bon, moins d'efforts, donc capable de jouer des minutes. Puis, je pense que ça va juste augmenter. Les buts, logiquement, peuvent venir. Puis, elle en a eu dans le passé. Donc, on s'attend à ce qu'elle soit capable d'en amener. Mais est-ce que c'est une fille qui va mettre 10-12 buts par année? Ça reste à voir. À court, moyen terme, vous la voyez devenir cette corps arrière-là si on se la fait pas voler dans un éventuel repêchage d'expansion. Mais moi, je vois oui. Puis, tu sais, je veux dire, depuis la venue de la LPHF, là, Erin Ambrose, qui a été repêché rapidement pour Montréal, c'était le corps arrière. C'était la pièce maîtresse en défensive. Puis, tu sais, elle aussi a vieilli, là. Puis, je veux dire, avant sa blessure, je trouvais qu'elle avait vraiment ralenti autant avec Montréal qu'avec l'équipe canadienne. Dans le match de la finale olympique, avant qu'elle se blesse, là, OK. Là, j'ai vu que l'expérience, l'adrénaline, là, je trouvais que ça allait. Même Jocelyne Larocque, ça allait bien. Mais là, elle est blessée. On ne connaît pas l'étendue de sa blessure, puis ça va être à mesure de revenir au jeu. Mais même si Erin Ambrose revient, présentement, pour moi, Nicole Gosling est en avant d'elle. Puis Katie Tabin est en avant d'elle. C'est deux joueuses qui ont énormément progressé, mais Tabin est plus vieille, évidemment. Donc, tu sais, si, évidemment, comme tu as dit, Gosling se fait pas repêcher, on ne sait pas ça va être quoi encore ce processus-là, bien, ça va devenir la joueuse dominante à Montréal ou ailleurs. Tout à fait. Cette semaine, la Victoire avait une pause. Oui. Mais le reste de la Ligue, par contre, n'était pas en congé. Là, on va parler de New York un peu. Ça se passe mieux que les dernières saisons, mais... C'est pas dur à battre, là, on dira. On s'entend. Mais il y a comme une thématique qui semble revenir avec cette équipe-là et c'est l'agressivité, la physicalité sur la glace. C'est la thématique Kaltunkova? La thématique Kaltunkova, bien, pour cette saison, en tout cas, oui, parce que les 3 joueuses les plus punies de la LPHF sont 3 joueuses de New York, Kaltunkova, Girard et Zandy Hart. Oui. Donc, Steph, Abby Rock n'est pas là cette année. Non, attends, excuse-moi. Abby Rock est en 4e position. Elle n'est pas dans les 3 premières? Elle n'est pas dans les 3 premières. Mais est-ce que, selon vous, c'est comme une espèce de culture qui est inculquée aux joueuses? Là? Bien, j'ai l'impression que les jeunes joueuses, ben là, Zandy Hart n'est pas jeune, là, mais c'est sûr que ça part beaucoup de Kaltunkova. Là. C'est probablement l'une des joueuses les plus agressives, sinon la plus agressive de la Ligue et du hockey international présentement. Là, je veux dire, c'est une joueuse complète, mais elle a le côté, premièrement, elle a le physique. Là. Je veux dire, c'est une fille carrée qui aime le jeu robuste, mais aussi elle est arrogante à souhait.
Donc, présentement, c'est elle un peu la leader de cette équipe-là. Je veux dire, c'est pas Sarah Fillier qui va arriver et qui va avoir ce type d'agressivité-là. Donc, présentement, on dirait que cette année, c'est l'ADN de New York. Est-ce que ça peut faire une différence? Mettons, dans séries éliminatoires, souvent du côté masculin, on parle de ça, une équipe qui est robuste avec des gros joueurs. Mais tu sais, la ligne est mince, hein? Présentement, c'est ce qui se passe avec New York. La ligne est mince entre avoir du caractère, être physique, robuste, ou être très indiscipliné, puis c'est des pénalités qui te coûtent le match. Là. Oui, puis on sait, en séries éliminatoires, là, les matchs sont encore souvent plus serrés. Ouais. On l'a vu dans les dernières années avec Montréal, une difficulté à marquer, même au niveau, tu sais, bon, d'habitude, évidemment aussi, les arbitres ont tendance à serrer leur sifflet un petit peu plus dans les séries éliminatoires. Ça fait comme partie de la culture du sport un petit peu. Donc, effectivement, l'indiscipline. Bon, j'ai hâte de voir. Là, on le sait que c'est Kaltunkova là, qui a fait la mise en échec, qui avait été punie d'ailleurs sur Marie-Philippe aux Olympiques, qui l'a amené à subir sa blessure au genou. Donc, il y a entre les projections violentes dans la bande, qui sont des boardings, là, qui sont des, avoir donné de la bande, versus une mise en échec, c'est juste sur pour séparer la joueuse de la rondelle, puis utiliser le bâton. C'est sûr qu'il y a quand même une marge à pas franchir à ce niveau-là. Donc, faut faire attention quand même. Là. La ligne, elle est mince. Mais en même temps, la physicalité fait partie de la ligue. T'sais. Mais vous pensez quoi, disons, de cette mentalité-là? Puis là, je vais faire ressortir un peu mon background de joueuse de sport de contact. Tu sais, quand ça arrive des équipes que tu le sais, les filles, ils ont tendance à jouer avec cette ligne-là, puis à frapper plus fort, puis des fois donner des coups un peu, des coups chiens qu'on va appeler. Puis on dirait que c'est comme un couteau à double tranchant parce que d'un côté, tu te dis, ben tu rentres dans la tête des autres équipes. Les équipes, ils ont peur de t'affronter. Ils savent que c'est un match qui va faire mal, que tu vas te faire ramasser. Mais d'un autre côté, moi, personnellement, quand j'arrivais pour jouer contre des équipes comme ça, j'avais encore plus le couteau entre les dents, puis j'avais encore plus envie de me donner puis de bien performer parce que je sais que c'est ce genre de match-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien là, c'est justement, c'est plus une surprise, là, dans le sens où les équipes qui affrontent New York savent à quoi s'attendre. Elles vont se préparer en conséquence. Puis je veux dire... je me souviens aux Jeux olympiques, justement, quand les équipes affrontaient la Tchéquie, qui était hyper agressive. Je pense que c'est Marie-Philippe Poulin qui en avait parlé, notamment lorsqu'elle s'est fait blesser par Kaltunkova. Elle disait, je me suis mis dans une position un peu vulnérable. Il faut que je m'adapte. Il faut que je sois plus vite ou plus robuste. Puis toutes les équipes, présentement, ont des joueuses capables de jouer ce style physique, en commençant par Montréal. Donc, tu vois, Tébin, celle qui a le plus de mise en échec, c'est Marie-Philippe Poulin chez la Victoire de Montréal. Donc, tu sais, je pense que tu as raison. J'ai l'impression qu'il faut juste s'adapter. Puis souvent, les équipes vont juste arriver avec une hargne supplémentaire, puis ils vont adapter leur style de jeu. Oui, parce qu'il n'y a personne qui veut se faire intimider. Tu veux jamais que, exemple, dans la conférence de presse d'après-match, tu te dises, physiquement, ils nous ont intimidés, on a perdu beaucoup de rondelles, je veux dire, de peur de se faire frapper, etc. Donc, c'est sûr que des fois, ça nous amène à être... ton expression est bonne, fait là, d'avoir un peu plus le couteau entre les dents, de dire, elle, c'est sûr que je me ferai pas geler, ou etc. Puis, en même temps, ben, si on sait que l'autre équipe est indisciplinée, on peut aussi jouer sur la vulnérabilité des fois des positionnements, etc. Donc, tu sais, je pense que la ligne est toujours fine. C'est une question aussi beaucoup d'ADN, de coaching. Tu sais, ça dépend. Oui, il y a un ADN des joueuses, là, comme tu dis, tu sais. Kaltunkova versus Fillier pour donner des mises en échec, là, le choix est assez facile. Mais il y a aussi une question d'ADN, de coach, un petit peu de qu'est-ce qui est demandé, puis c'est quoi le type d'environnement qu'on demande puis qu'on crée avec notre groupe d'entraînement, notre équipe, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment mis de l'avant tout le temps, la pédale au fond dans ces éléments-là, ben ça devient aussi une identité d'équipe, là, puis New York, ça là, mais en même temps, eux autres, leur job, c'est de faire les séries. Ça reste que 2 ans, pas de séries. Si on oublie 2 équipes d'expansion, il faut faire les séries. Tout comme Montréal, il faut gagner une série. C'est ça les objectifs. Là. Puis, Steph, si on parle un peu plus du travail des arbitres, parce que même là, si on parle pas juste de New York, là, j'ai l'impression que de plus en plus, on voit des matchs qui sont physiques dans la LPHF. Est-ce que c'est juste moi ou les arbitres commencent à en laisser passer de plus en plus? Là? Mais ça dépend toujours comment qu'on voit laisser passer. T'sais, pour moi, laisser passer, c'est un call manqué, dans le sens que c'est une punition qui a pas été donnée, ou beaucoup de punitions qui sont pas données sur des coups qui sont un peu
touché, là, tu te dis, OK, la joueuse était vulnérable, ça reste à la joueuse qui la frappe de s'assurer de ne pas le faire. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans la Ligue nationale de hockey masculine. Il faut faire attention, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Fait que des fois, les gens comparent, là, puis arrêtez de comparer. Arrêtez de comparer. On arrête ça suffit, c'est assez. On arrête aujourd'hui, jour de tempête, c'est terminé la comparaison. Il faut pas penser que les règles sont exactement appliquées de la même façon. Je pense que les joueurs s'habituent à frapper et à se faire frapper. Tu sais, il y a un certain volume. Quand tu l'as très peu fait, puis que là, tu le fais au quotidien, ça te prend un temps pour t'habituer. Donc, les joueuses, tu sais, Marie, elle a dit, j'étais un peu vulnérable, mais Kaltunkova aurait dû, malgré tout, se retenir un peu parce qu'elle était loin de la bande. Donc, tu peux pas projeter quelqu'un violemment dans la bande que tu aies le droit à la mise en échec ou pas. Donc, tu sais, il y a des éléments comme ça. Et je pense que les filles s'habituent, puis on l'a vu, là, il y a beaucoup d'équipes qui ont fait venir des pros, des anciens pros pour travailler comme le timing et tout ça, des mises en échec. Donc, on veut ça. On veut cet élément-là parce que ça ajoute au jeu, puis les joueuses le veulent aussi. Fait que ça, c'est important de leur donner cette liberté-là. Mais en même temps, ben, plus, c'est ça, on s'habitue. Plus on le fait, plus on en reçoit, plus on en donne, meilleur on devient comme dans n'importe quoi. Tu sais, c'est une technique, là, la mise en échec, là, fait partie des techniques de base. Donc, je fais des passes, je fais des tirs, je patine, ben, je suis capable d'utiliser mon corps pour séparer le joueur, la joueuse de la rondelle, qui est l'objectif de la mise en échec. On fait souvent la blague que l'objectif n'est pas de séparer la tête du corps de la joueuse, mais bien la rondelle de la joueuse. Donc, ça va, je pense que ça va juste continuer à s'améliorer. Puis éventuellement, ben, il y a des ligues, là, la Suède, la Suisse, l'Autriche, je pense, ou la Norvège. Maintenant, c'est mis en échec là, dans leur ligue pro. Donc, c'est quelque chose qui va venir aussi de plus en plus, puis qui va être enseigné plus tôt et correctement. Donc, ça va devenir moins un enjeu, ça va juste faire partie de la game. Mais Christine, est-ce que c'est ça qu'on veut d'un hockey féminin de plus en plus physique et de plus en plus agressif? 100%. Quand c'est fait dans les règles de l'art, puis je veux dire, je parle pas de bagarre ou de coups vicieux, là, mais on parle de la physicalité. Je veux dire, on revient à la meilleure joueuse au monde, encore une fois, présentement, Marie-Philippe Poulin. Elle aime ça, elle est capable d'en encaisser, puis elle est capable d'en donner. Puis toutes les joueuses aiment cet aspect du jeu-là. Donc, puis les joueuses qui sortent des rangs universitaires américains, elles arrivent davantage, encore plus prêtes à ce type de jeu-là que lors de la saison inaugurale. Donc, moi, je pense que ça fait juste ajouter au spectacle, comme a dit Steph. Là, je ne veux pas te taper sur le clou des arbitres, mais ils ont été pas mal critiqués cette semaine. Entre autres à cause d'un call, d'un appel. Bon, il y a eu un but dans un filet désert en plein milieu d'un match. Là, Steph, il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé. D'un point de vue de spectateur, là, ce qu'on a vu, c'est une pénalité. L'arbitre a levé le bras comme une pénalité à retardement. Et là, c'était New York contre Boston. Boston a récupéré la rondelle et la gardienne de New York avait quitté son filet et Boston est allé marquer dans un filet désert. Finalement, le but a été rappelé. Comme Steph, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben j'avais pas vu la séquence jusqu'à ce que tu me l'envoies. Puis là, je suis attends un petit peu. Bon, ce que je comprends de la séquence, là, comme tu dis, c'est que il y a une joueuse de New York, dès la mise en jeu dans la zone offensive, a levé le bâton élevé. Donc, a accroché la joueuse de Boston au niveau du casque, au niveau de la visière. Donc, bon, là, on voit là, l'arbitre en chef qui est dans la zone neutre qui lève le bras. Donc, punition à retardement. La rondelle est comme lancée dans le coin, personne n'y touche. Joueuse de New York récupère la rondelle, puis c'est vraiment une récupération. C'est pas, elle y a juste touché légèrement avec le bout de sa palette. Non, elle prend possession de la rondelle, puis la remet pour comme continuer l'action. Puis là, il n'y a pas de sifflet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ton équipe, quand l'arbitre a le bras dans les airs, ton équipe est en possession de la rondelle, puis l'arbitre ne siffle pas, ben ça veut dire que la punition est à l'autre équipe. Osborne, la gardienne de New York, qui est complètement à l'autre bout, voit ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va au banc. Il y a une 6e joueuse pour New York qui embarque. Mais là, finalement, Boston récupère, pas de sifflet, jusqu'à ce qu'ils se rendent jusque l'autre côté et marquent dans un filet désert. Mais c'est quoi? Donc, là, c'est comme ils ont ignoré le bras levé, finalement? Non, c'est que c'est l'arbitre. Puis là, je vais utiliser l'expression des fois, on dit dans l'arbitrage, on est comme, hey, j'ai eu un spasme. J'ai eu un spasme mental. Là, crampe au cerveau, elle a oublié de siffler quand New York a récupéré le puck.
Donc là, ça a donné comme une mauvaise information à tout le monde. C'est ce qui fait que finalement, ils ont refusé le but parce que c'est vraiment une erreur le jeu aurait dû être arrêté. Fait que quand on est capable de revenir et de dire le jeu aurait dû être arrêté, on ramène le jeu. Mais là, c'est que New York c'est ça, c'est pour ça que le but a été refusé. Mais là, New York a eu une pénalité. Moi, c'est le 6 joueurs. Ils ont eu leur punition initiale pour bâton élevé. C'est ça, c'est qu'ils en ont eu 2. La bonne décision. Mais c'est le 6 joueurs parce que, à moins qu'ils considèrent que la joueuse qui a remplacé la gardienne a sauté trop vite sur la glace, là, ça peut arriver. C'est limite. Mais d'habitude, quand il arrive ça, on siffle tout de suite, puis la rondelle est ramenée au centre de la glace. Parce que c'est un changement prématuré. Donc là, je comprends pourquoi ils ont eu un 6 joueuses. C'est ça, pour expliquer, c'est qu'après qu'il a annulé le but, c'est que non seulement New York a eu la pénalité pour bâton élevé, mais en plus, ils ont eu une pénalité pour avoir trop de joueuses sur la glace. Mais cette pénalité-là a eu lieu à cause du fait qu'il n'y avait pas sifflé, tu sais. Ouais, c'est un peu... La pénalité de ces joueuses est un peu poussée. C'est ça, qui ramène le jeu, c'est correct. C'est quelque chose qui est déjà... ça s'est déjà passé. Ça n'arrive pas si souvent que ça, mais ça peut arriver, là. Mais... Moi, c'est le 6 joueurs. Puis, tu sais, l'angle qu'on a, c'est difficile parce qu'on voit pas toute la séquence là, au complet. On voit pas toute la glace. Mais est-ce que... puis là, la règle du ramener, ça, c'est la règle Hockey Canada. Est-ce qu'il y a une règle spécifique pour un changement prématuré que les autres, c'est une punition automatique de trop de joueurs sur la glace? C'est pas impossible. Je l'ai pas trouvé dans la réglementation. Mais en même temps, dans le sens que tu pourrais jouer une période au complet à 6 joueurs si t'as pas de gardienne. Tu as le droit à 6 patineuses sur la glace. Donc, dans le fond, là, l'arbitre a eu une crampe au cerveau. Oui. Elle n'a pas sifflé, mais par exemple, le cerveau est assez allumé pour compter potentiellement 6 joueurs. C'est ça, dans le fond. Donc, c'est comme une crampe sélective, tu comprends? C'est ça, c'est 4 sur la glace. Souvent, c'est les linesmen, là, les juges de ligne là, qui sont chargés de regarder les bancs, puis qui ont le droit de donner là, cette décision-là là, de trop de joueurs. Bon, disons que c'était une mauvaise journée au travail. Mais ça arrive, des crampes au cerveau. Hein, le coach de New York n'était pas très content. Je comprends. On a eu des questions du public, de très bonnes questions cette semaine. Puis avant de passer aux questions, je voudrais juste dire, Steph, que Kev, sur YouTube, nous a dit que l'expression « déjouer dans une boîte téléphonique » est une expression très commune et que Christine et moi... C'est nous les incultes. C'est nous les incultes, en fait. Donc, mea culpa, Steph. Merci de nous déverser ton savoir et puis continue. Vraiment, moi, je prends ça dans mon petit bagage puis je continue d'utiliser ces expressions-là. Ben oui. C'est sûr que tu connais moins les boîtes téléphoniques offées à ton âge. C'est ça. Je peux pas dire que j'en ai déjà utilisé une. Je te garantis. Je suis pas sûre que ça parle tant que ça de ça en M13, M11. Comme on dit, ça trahit l'âge. Toi, t'es trop jeune. Elle a quand même dit que j'ai jamais utilisé une cabine téléphonique. Hein? Oui, ça nous aide pas, Christine, à se sentir... Peux-tu enchaîner? On va enchaîner avec la prochaine question de Julie, qui est une nouvelle fan de hockey française, qui se demande pourquoi est-ce que les joueurs de hockey masculins ne portent pas de grille sur leur casque comme les athlètes féminines? Je vais répondre, mais as-tu déjà posté une lettre? Non. Genre au Père Noël quand j'étais jeune? Bon, mais là, ça compte pas. OK, fait que t'as jamais posté une lettre. Non. OK, parlons des casques et des grilles des visages. Écoute, c'est drôle parce que c'est une question que j'ai reçue beaucoup depuis la création de la LPHF. Des gens, j'allais dire des messieurs, mais en tout cas, des gens m'écrivaient puis ils disaient « Mais là, maintenant qu'elles sont professionnelles, elles vont-tu enlever leur grille? » Et je réponds « Mais pourquoi? » Là, il y en a qui disaient, mais ils sont pas assez chers payés pour se faire détruire la face. Ça n'a pas rapport avec le salaire. Genre, pourquoi ça les empêche pas de jouer? Elles voient bien. Pourquoi elles prendraient la chance de manger un bâton d'en face ou de manger une rondelle en plein visage? Et là, c'est drôle parce que, tu sais, cette nuit, j'étais au travail, puis tu me dis, hey, on va vous poser cette question-là, puis je vous ai envoyé l'extrait de Charlie McAvoy hier. Pour ceux qui ont suivi ses péripéties cette année, mâchoire fracturée, il est revenu un peu avec, c'est-tu une grille qu'il y a eu, ou en tout cas une... Non, lui, c'est une bubble. Une bubble, une bulle, là. Comment on appelle ça? La visière complète. Mais là, il l'a enlevé, puis là, il est en train de parler, puis il dit, hey, tu sais, je pourrais pas vous répondre longtemps parce qu'il faut que j'aille gérer mes dents. Puis là, il a la bouche ensemble, puis il dit, je suis vraiment tannée là, d'être frappée, puis j'aimerais ça que ça arrête à un moment donné. Puis là, je suis comme, puis ça, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de ça. Comme, mets-toi une grille. Puis
Puis là, les gens, entre autres sur X, ils mettent une capture d'écran du salaire de 9,5 millions de McAvoy avec à côté combien ça coûte, genre une grille ou une visière complète, 109,99. Allô, Charlie? Fait que, tu sais, pourquoi... Mais dans le fond, Steph, c'est une question d'orgueil, c'est ça? Ben, c'est très culturel, tu sais, dans le sens que, bon, on le sait, à l'époque, bon, les plus vieux, bon, évidemment, je l'ai pas vu jouer trop live, mais, tu sais, on parlait du démon blond, évidemment, il n'y avait pas de casque, hein, Guy Lafleur, les cheveux au vent sur l'aile droite, mais dans le sens que, il y a les règles, là, les règles Hockey Canada, ou Hockey féminin, tu es obligé, là, d'avoir une grille complète ou une visière, là, ça, c'est un choix. Donc c'est obligatoire là, pour protéger ton visage, tes yeux. Au hockey international, jusqu'à 18 ans, tu es obligé d'avoir une protection complète aussi. Donc, des fois, on le voyait, exemple, au championnat du monde junior, il y a quelques années, Connor Bedard jouait junior majeur au Canada, donc avec une demi-visière. Par contre, quand il jouait pour l'équipe canadienne, il devait porter une visière complète. Puis on le voit là, souvent, c'est là qu'on voit la différence entre IHF et au niveau masculin. Puis quand tu arrives dans le pro, ben ça devient un choix personnel. Maintenant, tu es obligé d'avoir une demi-visière au niveau de la LNH, ce qui n'était pas le cas. Puis, mais ils ont gardé la clause grand-père de ceux qui n'en avaient pas. Donc, de mémoire, là, moi, le seul que je sais qui en a pas encore, c'est Ryan O'Reilly, qui joue pas de visière. Parce que mais maintenant, c'est obligatoire d'avoir au moins la demi-visière au niveau de la Ligue nationale. Puis tous ceux qui vont rentrer. Mais on le voit quand les gars se blessent, là, ils mettent justement un full face. On l'a vu, McAvoy, il y a eu une visière là, jusqu'aux Jeux olympiques. À un moment, il a changé parce que j'imagine que sa mâchoire était correcte. C'est sûr que les gars, ils s'habituent de pas rien avoir. Ils disent, là, ils se sentent pris, ils ont la misère à moins bien respirer, ils trouvent qu'ils respirent moins bien, etc. Mais il n'y a aucune raison. Là. Je comprends qu'ils peuvent se payer une clinique d'orthodontie à eux-mêmes. Là. Fait que, des dents en or. Des dents en or, se faire des partiels. Je veux dire, on se rappelle tous là, l'ancien... les gens reconnaissaient les Canadiens, genre c'est des joueurs de hockey qui n'ont pas de dents, là, dans le sens que c'est comme dans le temps, c'était comme mais il n'y a aucune raison qu'on enlève une grille ou une visière là, au hockey féminin. Même si les joueurs pouvaient le faire, là. Je pense pas persuadée qu'elle l'enlèverait pas. Ben non. Donc, voilà, Julie, j'espère que ça répond à ta question. On avait aussi une autre question de Vipère sur YouTube. J'adore Vipère. Ça, c'est Vipère. Dans le fond, il ou elle demandait si la candidate ou le candidat pour reprendre la position d'entraîneur-chef à Hockey Canada devait absolument être canadien ou canadienne parce que Vipère soulignait que Julie Chu serait à considérer parmi les candidates. Bien, je pense pas qu'il faut absolument qu'elle soit canadienne, mais il y a tellement de bonnes entraîneuses canadiennes que ce serait un peu mal vu. Puis Julie Chu, je la vois pas quitter le programme des Stingers de Concordia pour aller coacher présentement une équipe nationale. C'est quoi, dans le fond, tu dis... si elle le fait, ça va être l'équipe nationale américaine. Exactement. Je vois pas... Ça enlève rien. Elle a déjà travaillé avec l'équipe américaine. Là. Ça enlève rien à son talent. C'est une excellente entraîneuse, évidemment, mais c'est juste que ça ne fit pas. Puis là, en plus, c'est la conjointe de Caroline Ouellette qui est entraîneuse adjointe. Fait que c'est quoi ton... Mettons, tu mets Julie Chu, tu amènes Caroline Ouellette aussi. Donc, les enfants, ils n'ont plus de mère pour s'occuper d'elle. Ou tu dis, Caro, finalement, on prend ta femme, tu es là depuis longtemps, mais ça va être... Non, je pense que le fit n'est pas là sans rien enlever. Imaginez Caroline Ouellette avec l'équipe canadienne, Julie Chu avec l'équipe américaine. On revient encore à l'époque. Rivalry. Ben, c'est ça qui est arrivé à l'époque. Hein? On se souviendra que... Je veux dire qu'elles ont joué Heated Rivalry. C'est ça, hein? Tout le monde a compris. Rivalité passionnée. Voilà. Je veux dire, c'est Caroline Ouellette et Julie Chu là, qui ont créé ça. Là. Elles se sont affrontées en finale olympique. Mais là, ça serait malade, j'avoue, un deuxième niveau, 2.0. Non, mais... Je manifeste ça, c'est non, impossible. On adore Julie Chu, mais il n'y a aucune chance que ça arrive avec le Canada. Bon, ben voilà, Vipère. Merci beaucoup de nous avoir envoyé des questions. Je voulais quand même faire un petit éditorial. Cette semaine, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Puis pour nous, c'est important de démocratiser le hockey, s'assurer que même les nouvelles fans de hockey, si vous avez des questions, que vos questions soient répondues, qu'on est là pour vous, on vous lit. Puis, continuez de nous écrire, c'est super le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Juste dire, tu sais, oui, on parle de hockey, puis on parle de ce qui se passe à la glace, mais, tu sais, moi, je dis depuis que je couvre le hockey féminin, ça va au-delà de mon travail, parce que je pourrais couvrir
Je suis journaliste, puis sportive, puis généraliste. Mais moi, pourquoi j'aime couvrir le hockey féminin, c'est que ça va au-delà du sport, ce qui se passe sur la glace. Je sens qu'on participe à un projet de société, qu'on fait évoluer quelque chose, puis qu'on travaille pour la prochaine génération, pour ma fille notamment. Donc, je trouve que c'est hyper valorisant, puis c'est super le fun d'obtenir des commentaires. Justement, une amie, Lisa Marie, qui travaille quelque part à Radio-Canada, qui est passée tantôt, puis elle m'a dit « Hey, c'est qui changement de ligne? Hey, je suis vraiment une fan. J'avais arrêté de regarder le hockey parce que la grève et compagnie. Puis là, j'ai recommencé à regarder le hockey féminin seulement, puis j'adore ça, puis je vous écoute. Donc, merci les gens d'être présents, de nous écouter. Merci beaucoup. Et là, on va parler de para-hockey. Ouais. En ce moment, ce sont les Jeux paralympiques. Oui. Puis, ça se passe très bien pour le Canada. Ils viennent juste de terminer la phase de groupe. Ils ont terminé premier du groupe B. Et là, le Canada va affronter la Chine en demi-finale le 13 mars. Puis là, je ne veux pas jinxer personne, mais la finale, c'est le 15 mars. Et beaucoup de gens s'attendent à une autre finale, Canada-États-Unis. Et la dernière fois que le Canada a remporté, et la seule fois en fait que le Canada a remporté l'or en para-hockey, c'était en 2006, donc il y a 20 ans, aux Jeux de Turin. Ouais. T'es-tu née, là? En 2006, oui, j'étais née. Oui, j'avais 8 ans. Donc, aux Jeux de Turin, en espérant que que l'Italie porte chance. Dis-moi pas jamais 203. Non. Ça serait désagréable. Ça serait absolument désagréable. Ce serait... Non, c'est pas mon genre de dire des choses comme ça. Je veux pas être plate, mais les Américains sont vraiment favoris, là. Sont extrêmement forts, même contre nous autres dans les dernières années. Il y a eu des c'est ça. Il y a eu des 5-1. Oui, c'est ça. Ça serait... En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. Oui. Mais il y a une question qui revient souvent et c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de para-hockey féminin? Et la réponse est un peu compliquée dans le sens où le para-hockey aux Jeux paralympiques, c'est considéré comme un sport mixte depuis 2010. Et je vous demande, les filles, avez-vous souvent vu des femmes jouer au para-hockey aux Jeux paralympiques? Bien, selon ma mémoire, c'est pas vrai, je l'ai lu, je l'ai pas vu de mes yeux vus. Là. Il y en a eu 3. 4, en fait. 3, 4, tu sais, je veux dire, donc oui, c'est extrêmement rare. Puis je pense déjà, à la base, il faut être honnête qu'encore aujourd'hui, d'avoir l'occasion de voir du para-hockey à la télé, c'est extrêmement rare. Puis je suis très contente. À Radio-Canada, cette semaine, il y a eu 2 matchs en entier diffusés sur la première chaîne. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un game changer, comme on peut dire. Mais non, j'en ai jamais vu. Cette année, sauf là. C'est ça. Cette année, au Jeu de Milan-Cortina, il y en a une seule et c'est la japonaise Akari Fukunishi. Puis c'est pas parce que les femmes jouent pas au para-hockey. Puis ça, je me l'explique mal un peu parce que, dans le fond, les équipes ont des formations de 17 joueurs. Puis quand ils ajoutent une femme sur leur équipe, ils peuvent passer de 17 à 18 pour inciter les équipes à avoir des athlètes féminine. Le Canada n'a jamais eu de femmes dans l'équipe nationale aux Jeux paralympiques. Mais là, il est question d'avoir un tournoi de para-hockey féminin pour les Jeux de 2030. C'est pas impossible. Il y a beaucoup de gens qui travaillent très fort pour ça. Et d'ici là, il y a 2 conditions à respecter. La première, c'est d'avoir eu d'avoir organisé 2 championnats du monde d'ici 2027. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a déjà eu un en 2025. Il y avait 6 équipes au championnat du monde. Et c'est un peu ça qui est l'enjeu parce que la deuxième contrainte, c'est d'avoir 8 équipes. Donc, 8 pays différents de 3 régions dans le monde différentes. Et au dernier championnat du monde, il y avait 5 pays. Et il y avait une équipe monde qui était, dans le fond, une équipe qui réunissait plein de joueuses d'un peu partout qui n'avaient pas assez d'athlètes pour se joindre à elle. Donc là, il reste 4 ans pour essayer de développer ce sport-là. C'est un peu ça mon questionnement. On veut tous voir ça éventuellement. Mais est-ce que le bassin est suffisamment grand? Parce que, tu sais, nous, on est là à chaque semaine à parler de hockey féminin, le chemin qui a été parcouru au cours des dernières années ou des 20 dernières années. Donc là, tu parles de para-hockey, de sport paralympique. On sait
comment c'est difficile pour eux d'avoir du financement, d'avoir une reconnaissance, une visibilité. Ouais. Et là, du para-hockey féminin, je veux dire, on est loin. Là. Malheureusement, on est loin je veux dire, dans la chaîne. Donc, est-ce que, tu sais, je suis pas au courant, à quel point, tu sais, je sais qu'ici au Canada, on a quand même une belle base, mais est-ce que dans d'autres pays, est-ce qu'il y a suffisamment de pays où le para-hockey féminin est mis de l'avant? Mais j'ai lu quelque chose de quand même encourageant. J'ai vu que en 3 ans, la présence des femmes en para-hockey est passée de moins de 1% jusqu'à plus de 20% en 2025. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Ils vont devoir travailler fort, mais si on pense même plus au niveau canadien, moi, je lisais justement en faisant mes petites recherches que le para-hockey féminin n'est pas sous Hockey Canada. Puis ça, peut-être, Steph, que tu pourrais nous expliquer un peu parce que je comprenais mal. Tu sais, si on a une équipe au championnat du monde, pourquoi est-ce que ces filles-là ne font pas partie de Hockey Canada? Mais c'est une mixité, c'est ça, c'est que le sport, il y a plusieurs sports là, au niveau des parasports qui ont une mixité. Donc, de par évidemment, un manque de volume de façon générale. Bon, évidemment, il y a moins d'athlètes là, qui ont des handicaps, qui font du sport. C'est sûr qu'il y a des coûts plus élevés, donc il y en a moins. Au Québec, on a, c'est sûr que là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais à la Fédé, on a un département qui travaille à temps plein sur le para-hockey, le hockey adapté. Maintenant, on a une coordonnatrice, là, Rika, une ancienne joueuse de hockey d'ailleurs, ici chez nous, qui s'occupe de ça. Puis c'était drôle parce qu'elle regardait les matchs là, au bureau cette semaine, puis elle encourageait l'équipe canadienne. Parce qu'il y a des Québécois qui sont sur notre équipe Québec, qui sont sur l'équipe nationale présentement au JO. Donc, c'est sûr que c'est un manque de volume de façon principale. Il y a des endroits, le para-hockey, les offres augmentent. S'il y a des gens qui nous écoutent, là, des jeunes garçons, des jeunes filles ou même des adultes qui ont envie d'essayer le para-hockey, là, ils ont juste à aller sur le site de Hockey Québec, là, de la Fédé, puis le para-hockey, il y a une section, puis ça explique partout c'est qui les responsables dans les régions. Il y a des événements de plus en plus. Les arénas, souvent, les nouveaux arénas qui sont construits avec des bandes de para-hockey. Donc, c'est des bandes là, où il y a un plexiglas. Donc, la bande n'est pas blanche au complet. C'est comme une espèce de grande fenêtre intégrée. Puis, il n'y a pas de step. Donc, quand la bande, elle s'ouvre, vraiment, la bande, souvent aussi, est principalement transparente. Là, donc, un genre de fiberglass transparent. Puis, le niveau de la glace est le même que le niveau du banc parce qu'évidemment, on ne peut pas stepper avec une luge. Les bancs sont amovibles. Donc, il y a aussi tout ça. Il y a des infrastructures qui viennent avec. Mais on se rappelle qu'au Québec, on a c'est 10% des joueurs, des joueuses de hockey qui sont des filles. C'est presque, on n'est pas tout à fait 10 000, là, 9 500 pour 85 000 gars. Là. Fait que c'est sûr que quand on amène ça dans une population avec handicap, c'est sûr qu'on diminue encore ça. Là. Les gens, évidemment, connaissent bien Raphaël Tousignan ici, qui a déjà fait l'équipe nationale. Juste pas aux Jeux paralympiques, oui. Exactement. Puis là, bon, elle a eu des enjeux malheureusement de santé, là, donc on espère qu'elle va mieux. Mais tu sais, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais c'est sûr que les parasports, on est, malgré tout, là, au Canada, on est hyper chanceux parce qu'il y a quand même de l'investissement de la part des gouvernements, alors que dans beaucoup de pays, il n'y en a juste pas. Il n'y a même pas d'offres. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir une catégorie féminine. Déjà, même, tu sais, c'est 7 sports au JO, là, au Paralympique, là, donc c'est sûr qu'il y a un enjeu, mais il faut pousser parce que tout le monde, le désir de compétitionner là, vient pas nécessairement avec une habileté physique de base pour les mêmes paramètres pour tout le monde. Là. Le désir de faire du sport n'a pas de barrière. Là. Bien, ça va être à surveiller en espérant qu'ils soient capables d'avoir ces 8 équipes-là pour les Alpes en 2030. Ouais. Puis si vous n'avez jamais écouté de para-hockey, je vous invite à le faire. Donc, le Canada joue le 13 mars. Le tournoi continue jusqu'au 15 où est-ce qu'il va y avoir la finale de bronze et le match pour la médaille d'or. Vous pouvez regarder ça sur ici-tout.tv. Oui. Puis en général, allez regarder les Jeux paralympiques, là, je veux dire, c'est super impressionnant. Puis je veux dire, ici à Radio-Canada, plus ça avance, plus on est à mesure d'offrir une visibilité, puis on reçoit des super bons commentaires. Mais c'est ça, mettons, si vous trouvez que vous êtes fatigué là, un matin, allez regarder ça, puis vous allez voir un petit regain d'énergie, je pense. Ben d'ailleurs, moi, je dois vous laisser parce que je dois aller travailler sur ces fameux Jeux paralympiques. Alors, nous autres, on se dit à la semaine prochaine.